En machine learning, on se retrouve souvent face à une multitude d'outils. Lequel est le bon? Aujourd'hui, on va explorer une sorte de carte pour s'orienter. Une carte directement inspirée de la documentation de scikit-learn. Voilà, c'est la question de départ, n'est-ce pas? On a les ingrédients, mais quelle recette suivre? Ça peut être assez intimidant au début, mais heureusement, il y a une méthode pour s'en sortir. Et ça, ce n'est pas juste une impression. La documentation de scikit-learn le dit noir sur blanc. Le choix de l'algorithme, ce qu'on appelle un estimateur, peut vraiment faire toute la différence entre un projet qui réussit et un projet qui échoue. Et ça, avant même d'avoir optimisé la moindre ligne de code. Et si, justement, on avait une carte pour nous guider, une espèce de feuille de route pour naviguer à travers ce paysage complexe d'algorithmes? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. La voici, cette fameuse carte, l'organigramme de scikit-learn. Bon, c'est vrai, à première vue, ça peut paraître un peu chargé, mais on va voir qu'en le décortiquant, il se transforme en un guide super pratique. Ok, alors comment on lit ce plan? Eh bien, tout commence au point de départ, le start. Et la toute première décision à prendre, elle concerne la matière première de n'importe quel projet, les données. Et là, direct, la carte nous donne une règle d'or, très claire. On a moins de 50 échantillons, alors le boulot, ce n'est pas de choisir un algo, c'est d'aller chercher plus de données. C'est un rappel essentiel, les données d'abord. Bon, une fois qu'on a assez de données, la carte nous oriente vers la question suivante, qui est vraiment au cœur du projet. Quel est l'objectif? C'est quoi la mission principale de notre analyse? Alors en gros, la carte nous dit qu'il y a 4 grandes directions possibles. La classification, par exemple, c'est quand on veut prédire une catégorie, genre spam ou pas spam. La régression, c'est pour prédire une quantité, comme le prix d'une maison. Le clustering sert à trouver des groupes qui se ressemblent et la réduction de dimensionnalité à simplifier les choses. Chaque mission va nous emmener sur une branche différente de la carte. Allez, pour que ce soit bien concret, on va prendre un chemin ensemble, un des plus classiques, pour voir comment ça fonctionne. On arrive au premier grand carrefour. Est-ce que le but est de prédire une catégorie? Si la réponse est oui, alors on s'engage sur le chemin de la classification. Pensez à des trucs comme la détection de fraude, la reconnaissance d'images ou même le diagnostic médical. Ok, on a répondu oui. On suit la flèche et hop, la carte nous envoie direct une autre question super importante. Est-ce qu'on a des exemples pour lesquels on connaît déjà la réponse? Ces fameuses étiquettes sont le carburant de ce qu'on appelle le apprentissage supervisé. Un deuxième oui, et ça y est, on y est. La carte nous a bien guidés. On est maintenant dans la grande zone des algorithmes de classification. Mais le voyage n'est pas encore tout à fait terminé. Mais attention, le chemin continue. Comme on le voit ici, la prochaine décision dépend de la taille de nos données. Le seuil clé, c'est 100 000 échantillons. C'est ce chiffre qui va nous dire si on doit s'orienter vers des algos capables de gérer de gros volumes ou non. Donc, si on a un jeu de données de taille, disons, raisonnable, la carte est super sympa. Elle ne donne pas une seule réponse, mais plusieurs points de départ. C'est une manière de dire qu'il n'y a pas de solution miracle, mais plutôt des pistes intelligentes pour commencer à expérimenter. Ah, et c'est une excellente question, parce qu'en machine learning, le premier essai, c'est rarement le bon. Alors que se passe-t-il si notre premier choix n'est pas concluant? C'est là que réside la vraie puissance de cet outil. Et c'est là que toute l'intelligence de cette carte se révèle. Ces flèches essayées ensuite sont peut-être l'élément le plus important de tout l'organigramme. Un premier essai qui ne marche pas, ce n'est plus un échec, c'est juste une étape vers la prochaine tentative. Du coup, le processus devient une boucle super simple. Étape 1, on essaye le premier estimateur suggéré. Étape 2, on regarde ce que ça donne. Étape 3, si ce n'est pas top, on suit la flèche. Et étape 4, on recommence avec le suivant. Ça démystifie complètement l'idée qu'il faudrait connaître la meilleure solution dès le départ. Ce qui compte, c'est de savoir par où commencer. Alors il est temps de prendre un peu de recul pour bien comprendre la philosophie derrière cet outil. Parce que son but, ce n'est vraiment pas de donner une réponse unique et définitive. Et pour ça, rien de mieux que de citer directement la source. Voilà ce que dit la doc. C'est un guide approximatif. Il faut vraiment voir cette carte comme le conseil avisé d'un expert. Elle ne remplace pas notre jugement, mais elle l'aide énormément. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Cet organigramme donne le pouvoir de commencer intelligemment. Il nous donne les premiers pas à faire et les flèches essayées ensuite nous encouragent à expérimenter de manière structurée. Le reste du chemin, l'exploration, ça fait partie du jeu. Voilà, la carte est sur la table. Elle ne résout pas les problèmes à notre place, mais elle rend le chemin beaucoup moins intimidant. La seule question qui reste maintenant, c'est par quel problème va-t-on commencer ?